parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on retrouve sans frais sur gillesparent.com, sur Spotify, Google Podcast, Balado de Apple et YouTube. Aujourd'hui, je reçois en balado le chroniqueur économique Pierre Couture. Pierre est devenu son propre boss, tient le site cachemireplus.com, est conférencier, analyste financier et collabore chaque jour à Choix Radio X. Pierre Couture, comment ça va? Salut Gilles, ça va? Très bien. Content de te parler. Oui, c'est le fun. On va dire aux gens qu'au moment où on se parle, on est mercredi, le 7 septembre. Alors, parce que l'actualité économique, ça bouge en tabarouette. Fait que si les gens... C'est de minute en minute. Absolument. Donc, on annonce il y a beaucoup de choses qui sont dans l'actualité. On va revenir dans quelques instants sur le premier ministre sortant qui est arrivé avec un projet d'hydroélectricité qui fait jaser, mais qui va faire beaucoup jaser aussi. Ouais. Mais je voulais parler du taux directeur qui risque de monter pas mal aujourd'hui, le mercredi 7 septembre. Oui, taux directeur. Donc là, on le voit vraiment, les banques centrales ont décidé de donner encore un tour de vis. Elles ne sont pas satisfaites de la manière dont l'inflation évolue là, à 7, 8, 9 %. Fait qu'on comprend qu'on veut réduire ça. La cible, c'est toujours 2 % les banques centrales. Là. Ouais. Ramener le taux d'inflation à 2 %. On était à 7,1, 7,3 au Québec, je pense, au mois dernier. Mm-hmm. Donc, c'est insatisfaisant. Donc, on veut vraiment breaker l'économie. Et là, ben, c'est toute l'histoire, Gilles, tu le sais, ces banquiers-là centraux qui nous avaient dit, il y a un an, « Ah, l'inflation, occupez-vous pas de ça, ça va bien aller. » On a vu comment ça a bien été. On a tardé, hein? On a commencé à donner des tours de vis au mois de mars. C'est une grande phrase, ça, Pierre, dans les 3 dernières années, ça va bien aller. Ça n'a pas toujours bien... c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas, est-ce qu'elles vont provoquer des récessions... parce qu'il y a tout ça en arrière, là. Est-ce qu'elles vont trop vite? Est-ce qu'elles vont trop... on impose quand même un choc. Il faut comprendre que depuis une vingtaine d'années, on était plutôt en territoire neutre. Tu sais, ça ne bougeait pas tant que ça. Puis ce qui est drôle, Pierre, c'est que tu sais que les économistes le disent, puis je me suis fait répéter, moi, je ne sais pas combien de fois, par Vincent Delisle, entre autres, que tu connais bien, le fils de Mme Delisle, de Margaret Delisle, Mme Delisle, de toute évidence. Mais il m'avait dit, écoute, il dit, les gens prennent la bourse comme un jeu, puis ça, mais c'est pas un jeu. Puis il dit, si c'était facile de prédire, tout le monde serait milliardaire. Là. Fait qu'il dit, tu sais, dans le fond, on a annoncé des baisses de taux d'intérêt pendant combien de temps? 10, 15 ans, puis ça n'arrivait pas. Puis là, ben là, on nous annonce des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien croire. Il faut juste comprendre que c'est plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Tu sais, comme plusieurs, tu vois, par exemple, dans la situation actuelle où on va monter assez rapidement, si on monte de 3/4 de point ou un demi-point aujourd'hui, le 7 septembre, bien, plusieurs vont dire, bien là, déjà, on sent déjà la panique du public. Le public, en général, trouve ça très difficile. Ce qu'on voit, c'est des consommateurs qui sont presque à bout de souffle ou stressés déjà. Fait que ce que ça fait, c'est que ça a un impact assez rapide. Puis il y a toujours Pierre, je pense que tu nous dirais, il y a toujours un certain délai entre les décisions puis la réalité de la vie du monde à l'épicerie, chez le marché automobile, dans la vie de tous les jours, l'hypothèque. Fait que tu sais, le petit délai, c'est ça qui fait toute la différence. Oui, mais là, tu sais, depuis 2008, depuis la dernière crise financière, on était très accommodants, hein, les taux d'intérêt, taux directeur à 0,25, quasiment zéro. On n'avait pas le choix, les ménages étaient très endettés. Et depuis ce temps-là, la dette a augmenté encore. On l'a vu pendant la pandémie, ces gouvernements-là qui ferment, ouvrent, envoient des chèques à tout le monde. On a créé aussi une bulle, l'immobilier. On a pris des maisons montées de 50 % depuis 2019. Donc, si on a une baisse de 15-20 %, c'est pas si pire là, par rapport à 2019. Mais effectivement, le coût de l'argent, le coût d'emprunt va... écoute, je regardais, si tu avais une hypothèque de 350 000 taux variable au mois de mars, ben là, actuellement, c'est 600 $ de plus par mois, ton paiement hypothécaire. Ouais. Et là, ça va encore monter. Là. On dit qu'on va aller jusqu'à 4, 4,5, peut-être 5 % le taux directeur. Mais vois-tu comment c'est drôle ce que tu dis là, c'est bon. Puis là, les gens se disent, faudrait-tu que j'aille fermer mon hypothèque? Ben, là, si tu ne l'avez pas fait, allez-y. Je ne l'ai pas dit 25 fois en ondes, je ne le dis pas une fois. Là. Mais certains économistes que j'ai entendus disent c'est quasiment trop tard parce que ça risque assez rapidement, d'ici 6 mois ou 1 an, puis des taux variables vont bouger vers le bas. Fait que là, évidemment, tu ne sais plus trop, tu dis j'attends-tu? Ouais. D'ici un an, je pense qu'il peut arriver bien des affaires. Là. Hein? Il n'y a pas de garantie là-dessus. Je veux pas brûler
brûler les punchs de tes prochaines questions, là, mais on va en parler de ce qui peut arriver, justement. OK, parfait. Non, il n'y a pas de punch là-dedans. Là. Nous autres, on fait juste se préparer. Il faut être un peu professionnel. On a quand même une carrière derrière nous. On espère en avoir une encore devant. Est-ce que l'inflation s'est un petit peu refroidie quand même? On avait parlé du prix de l'essence qui avait aidé à descendre un petit peu. Oui, ça a baissé un petit peu. Ça va encore baisser parce que le prix de l'essence a encore baissé. Là. Ben oui, j'ai vu ça. Quelle belle nouvelle. Non, mais on était écoute, c'est pas drôle, Pierre. On a quasiment le goût de sortir la fanfare quand on était à 2,35. Là, je pense qu'on est rendu à 1,69. Fait que ça a baissé de 1,89 à 1,69 de ce que j'ai vu hier. Ouais. C'est pas encore le Klondike, mais bon, c'est sûr que ça va avoir un impact, j'imagine, entre autres sur l'industrie. Oui, surtout sur le taux d'inflation, là, on était à 7,3 au Québec. On va peut-être descendre à 7, 6,5. Mais ça ne sera pas assez. Là. Ça prend encore des tours de vis, ça prend encore des tours de passe-passe des banques centrales. On veut vraiment diminuer, ralentir l'économie. C'est le coût d'emprunt, le taux d'endettement, tout ça. Oui, l'essence, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le prix du baril de pétrole a descendu aussi beaucoup, mais il pourrait repartir vers le haut. Là, parce que tout ce qui se passe en Russie, Ukraine, oui. Il y a un impact. Vous avez vu les prix de l'énergie en Europe, là, les mégawattheures ont explosé. Je regardais les Anglais. La facture de l'énergie, là, c'est 80 de plus qu'à pareille date l'an passé. Là. Oh, OK. C'est du sérieux. Là, il y a des lendemains qui vont être difficiles pour certains pays là, avec la facture énergétique. Alors, il y a ça aussi qui s'en vient. Mais tout ça pour dire que oui, l'inflation va diminuer. Et peut-être pas assez vite au goût des gouvernants des banques centrales, dans le fond. Bien, ça va, selon moi, ramener ça à 2 ça va prendre des années. Là. Mm-hmm. Ça va être long, là. OK. Est-ce qu'on pourrait penser, comment vois-tu ça? Comme là, aujourd'hui, on parle d'une possible hausse de 3/4 de point, puis après ça, certains disent il pourrait y avoir une bonne pause après pour laisser au système, l'économie digérer ça. Bonne pause, c'est quoi dans ce cas-là? C'est des quelques mois ou c'est... D'après moi, jusqu'au mois de janvier, on va avoir des hausses. On va avoir peut-être une hausse de 0,75 aujourd'hui. Là. Puis un petit point 25 après, peut-être? Peut-être, là, mais c'est des grosses hausses pareilles. Là. Ben oui. C'est du jamais vu. Donc, oui, ça va prendre la digestion, mais après ça, ça va être le ralentissement de l'économie. J'ai comme l'impression que l'hiver peut être très long, va être très long. Quand on parle avec des économistes, on s'attend peut-être à un sérieux ralentissement économique dans les prochains mois puis au début de 2023. Le fameux mot récession, est-ce que tu y crois, toi? Voilà. Moi, je vois... Tu vois rien d'autre? On s'en va là? Bien, les Américains, ils le sont techniquement, ils le sont là. Il ne faut pas oublier, le premier trimestre était négatif, le deuxième l'a été. Et dans les prochains mois, ça va être très difficile aux États-Unis dans la mesure où on parle de récessionnette. Il faut faire attention. Le récessionnette, c'est quoi? C'est une mini... dans le fond, c'est 2 trimestres consécutifs avec pas de croissance économique. Mais ce n'est pas des chocs comme en 2008, mettons. Là. Regardez, là, autour de vous, les gens, il y a quoi? Il y a 250 000 postes vacants au Québec. C'est pas la catastrophe non plus. Non. Donc, mais pour l'économie canadienne, on pourrait peut-être mieux s'en tirer que les Américains parce qu'on est quand même producteur de pétrole, on a des ressources naturelles. Oui. Et ça va nous aider aussi. On est dans un cycle où il y a un besoin pour ça. C'est un peu, on va peut-être répéter de façon différente parce que c'est pas les mêmes vecteurs, mais en 2008-2009, les subprimes aux États-Unis, au Canada, on a été moins touchés par ça. Ouais. On a eu des secousses, Pierre, mais on n'a pas été aussi touchés parce qu'effectivement, on a des matières premières, puis on a une structure, puis des gouvernements, même si on chiale en masse, qui sont quand même assez, qui font quand même des provisions, là. Oui, exactement. Puis 2008, c'était la banque Lehman Brothers là, qui est tombée. C'est une faillite de banque, là. Nos banques sont assez solides actuellement. Je ne vois pas de faillite de banque à l'horizon non plus. Là. On va voir les rendements. C'est sûr qu'il y a des baisses de temps en temps, mais les rendements ne sont pas si mal. Va falloir parler de... c'est intéressant d'en parler parce que ça risque d'être d'abord un sujet de discussion extraordinaire, des opinions divergentes là-dessus. Mais je veux qu'on en parle parce que au fond, c'est une grande nouvelle dans le sens où ça touche beaucoup de choses. Ça évoque le désir d'électrifier. Donc, je parle du projet hydroélectrique lancé par le premier ministre sortant, M. Legault, qui a sorti le grand jeu hier, en termes, c'était le 6 septembre, sur les projets de nouveaux barrages d'hydroélectricité. Première réaction, toi, à ça? Bien, Legault profite du momentum, là. Parce que, souvenez-vous, c'est Sophie Brochu, la PDG d'Hydro, il y a un mois, disait que pour elle, il n'y avait pas de projet hydroélectrique dans ces cartons-là, là. Donc, le politique pousse sur Hydro. Tu comprends? Là, il y a une game là-dedans. Ben oui.
Est-ce qu'il y a tant de barrages possibles que ça au Québec? C'est long, hein? C'est 10 ans, là, à peu près. 10-15 ans avec les études. Oui, une quinzaine d'années avant que ça soit... Ben regarde, la Romaine, c'est même pas encore fini. C'est très avancé, mais c'est pas fini. Je vois pas, il n'y a pas grand projet, là. Il y a Petit Mécatina, c'est à Côte-Nord. Grande Baleine, oubliez ça. Oui, mais on l'avait... Oui, mais on l'avait... Parce que les Premières Nations, on s'entendait pas. Parce que c'est un gros projet, Grande Baleine. On l'avait mis de côté. Ouais, on inondait des territoires, ça passait pas chez les cris. Okay. On a eu la paix des Braves après ça, mais ça me surprendrait qu'on partirait Grande Baleine. Là, oubliez ça. Fait que Petit Mécatina, Gull Island à Terre-Neuve. À Terre-Neuve, n'oubliez pas que Churchill Falls, en 2041, ça redevient propriété de Terre-Neuve. Il va falloir s'entendre avec eux autres, c'est ça, à long terme. Voyons, et on paye 0,2 cents le kilowattheure à Terre-Neuve. Ça fait 17 fois ou 16 fois qu'ils vont devant les tribunaux. Eux autres, oui, puis ils doivent compter de dos pour 2041. Eux autres, ça n'a pas de bon. En 2041, c'est 5000 mégawatts. Là. Fait que, tu sais, il y a tout ça dans l'équation. Puis, moi, le message que ça envoie aussi, c'est que le prix de l'électricité va monter beaucoup au cours des prochaines années. Attendez-vous à ça. Oui. Le prix du gaz va monter. Là, aux États-Unis, là, les exportations d'hydro ont été super payantes au cours du dernier trimestre. Quasiment 8 cents du kilowattheure. On était à 4 cents, 4,2 cents dans le dernier trimestre à cause du prix du gaz. Le prix du gaz augmente. Il y a beaucoup de producteurs d'électricité aux États-Unis, notamment en Nouvelle-Angleterre, qui produisent avec du gaz naturel. Donc, eux autres, le prix monte. Ben, tout le monde monte son prix d'électricité. Hydro-Québec exporte beaucoup en Nouvelle-Angleterre. Ouais. Mais Pierre, moi, personnellement, comme consommateur, si les coûts d'électricité montent, sont d'à peu près les plus bas au monde quand on regarde ça au prorata. Je ne suis pas en train de dire que je suis super content de ça, mais en même temps, oui. On paye quand même la TVQ, la TPS. Oui, il y a des taxes sur des taxes, ça, c'est sûr. Mais d'autre part, si on est moins dépendant de l'essence, autrement dit, dans mon budget, si je mets moins d'argent sur l'essence puis j'en mets sur l'électricité, j'allais dire c'est le même argent, c'est les mêmes poches. Mais est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ça va être ça? Ça, je ne le sais pas pantoute. Mais en même temps, si on veut être conséquent aussi, Pierre, il y a 2-3 affaires, je dirais là-dessus. Moi, si on veut absolument aider, entre autres, prenons la circulation, parce qu'on parle de la circulation des voitures de plus en plus électriques. Mais un des problèmes majeurs qui n'est pas réglé par l'électricité, c'est les embouteillages. Tu comprends? Que ce soit électrique ou à gaz, ça, tu vas me dire que c'est un autre problème, mais c'en est un. Fait que quand on parle d'électrification, moi, j'aurais aimé aussi, parce que, tu sais, quand tu dis c'est politique, j'adore l'idée. Quand le premier ministre arrive avec un gros projet de même, c'est vendeur, ça attise le nationalisme. On se dit, OK, on revient aux années 70, M. Bourassa, les grands barrages. J'ai un cousin qui a travaillé là, a fait de l'argent, puis on engage des milliers de personnes, puis ça c'est bien beau. Mais dans la réalité de tous les jours, moi, j'aurais aimé ça aussi qu'on associe ça, Pierre, à des mesures qui sont des vraies mesures pour les problèmes des circulations, puis les embouteillages, tout ça, parce que c'est lié ensemble. Parce que c'est comme ça. Il va toujours en avoir, je pense, là, des problèmes d'embouteillage. Oui. Bon, il y a le télétravail qui peut régler ça en partie. En partie, on le voit que c'est une nouvelle variable qui est importante, pareil. C'est 20-25 des gens qui restent chez eux, ça paraît. Mais l'autre affaire, je voulais te dire, Pierre, là-dessus, un exemple à Québec, dans la région de Québec. Tu sais, mettons que le tramway, on voit que les budgets sont là, puis les pré-travaux, puis qu'on soit d'accord ou contre, qu'on soit contre ou qu'on soit pas, on le voit bien que ça va se faire. Mais mettons qu'on se dit, OK, au lieu de prendre des autobus à gauche puis à droite, je donne un exemple, juste un exemple sur le réel effet de baisser le nombre de voitures puis d'aider à la préservation de la planète puis de l'environnement. Tu prends, mettons, Laurentienne, puis c'est un très bon exemple, mais Laurentienne et Robert Bourassa, dans le milieu, tu as les terre-pleins, tu mets un train léger, là, en surface, qui coûte beaucoup moins cher, qui est beaucoup moins long à faire, puis qui ne demande pas de tout arracher la circulation. Mais là, probablement que les gens du Nord embarqueraient dedans pour s'en venir en ville. Parce que c'est pas le même principe qu'un tramway ou un autobus avec 2-3 transferts. Là. Mais ça, c'est évidemment électrique. Fait que là, tu sors des autos de la route, tu sors des GES, tout ça. Fait que tu sais, je sais pas. Je trouve que ces mesures-là devraient être faites aussi au lieu de juste du grand projet qui nous donne l'impression que tout va être réglé avec ce projet-là, mais c'est dans 20-25 ans. Oui, c'est ça. Ben, écoute, c'est des politiciens qui veulent se faire élire aux 4 ans. N'oublions pas non plus. Puis François Legault, dans 4 ans, il va être tout. D'après moi, François Legault, il reste un mandat, puis après ça, c'est ciao bye. Là. Probable. Il va arriver d'autres choses. Il y a d'autres partis politiques qui s'en viennent. Il y a d'autres idéologies qui vont être poussées, mises de l'avant. Mais effectivement, non, moi, je vois pas, dans les prochaines années, moi, je vois beaucoup de l'électrique. Là. Mm-hmm. C'est une évidence maintenant. Là, 2030, 2035, est-ce que ça va être 35 % des véhicules? Là, on est à 3 % hybride électrique au Québec. Là. Il y a à peu près 150 000 voitures électriques hybrides sur les routes pour un. D'abord, tu ne peux pas en acheter. Ça peut bien pas monter un programme d'avoir. Ben, 1. 2, il faut que les constructeurs suivent. Là. Québec, le poids du Québec dans le monde, c'est même pas 1 % de l'économie mondiale. Là. Je veux dire, on a beau vouloir là.
Puis, soyons honnêtes, Pierre, on est en retard là-dessus, là. Tu trouves pas qu'on prends les pays scandinaves, ils sont rendus à 80 électriques. Ils ont commencé de chauffer avant nous autres. Dans le reste du monde, le Québec est quand même en avance, là. Dans le Canada anglais, c'est même pas 1% des voitures qui sont électriques, là. OK. On est quand même, je pense qu'on est pas mal en avance au Québec, là, par rapport au reste du monde, là. OK. Enlève les Scandinaves, là. Ouais, mais ça, c'est une autre affaire, par exemple. Eux autres produisent du pétrole, là. Les Norvégiens, ils ont un fonds d'investissement pour les générations futures. Ils produisent du pétrole puis du gaz, là. Ce qu'on refuse de faire ici, là, pour des idéologies hautes. Mais tout ça pour dire, Gilles, on ne peut pas aller plus vite que le client, là. Dans la mesure où aussi les grands constructeurs, eux aussi, c'est des sommes colossales qu'ils doivent engendrer, là. Je ne sais pas si tu as vu, mais GM, Ford, eux autres, Tesla, lui, son modèle à faire, c'est électrique, c'est tout. Mais GM, Ford, les vieux, là, je les appelle les vieux de l'automobile. Là. Ben oui. Ben, eux autres, là, c'est des sommes nouvelles à engager. Ils ont des fonds de pension à payer. Ils ont des travailleurs depuis des dizaines de décennies. C'est pas le même boucher à prendre pour tu ne retournes pas ça sur un 30 sous, là. Non, c'est ça. Fait que, il faut quand même laisser à l'industrie le temps de se revirer de bord, là. Et on est là. Moi, je pense que d'ici 2030, on va peut-être avoir 25-30 35 des véhicules qui vont être électriques au Québec. Oui. L'hydrogène s'en vient aussi, là. Je ne suis pas sûr que c'est tout électrique qui est la solution. Tu penses que ça peut être un hybride? Ça peut être un mix. Moi, je pense que ça va être un mix. On ne peut pas aller tout électrique. On ne peut pas imaginer. Il va y avoir des problèmes de réseau. Là. Regarde, moi, dans l'immeuble où j'habite, il n'y a pas de place pour 20 plugs électriques. Là. C'est impossible. Il va falloir tout repenser, les immeubles, tout repenser. C'est des décennies. C'est du temps. Tu as raison, c'est du temps. Puis c'est pour ça que, pour revenir à l'idée de base du projet hydroélectrique, c'est sûr que si en même temps, on veut l'électrification, en même temps, on veut augmenter le nombre de serres pour l'autodépendance en alimentation, parce qu'on sait que ça augmente. Ça gruge, tu sais. En même temps, on dit aux industries, allez-y électriques. Les centres de données. Les vannes, tout ce qui s'appelle le transport, on veut électrifier le plus possible. Transport scolaire, transport interurbain, ça en fait beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des besoins plus grands. L'idée de penser à long terme sur ça, c'est pas fou. Mais comment ça va se faire, comme tu dis, comme le politique étant aux 4 ans, nous autres, le projet peut se défaire, puis se recoudre, puis se découdre assez souvent. Là. Il y a le nucléaire, on n'en parle pas beaucoup, mais le nucléaire, partout dans le monde, est en montée. Au Québec, nous autres, on a fermé notre centrale Gentilly, là. Mais nucléaire aussi, c'est de l'électricité qui est pas chère. C'est le charbon qui disparaît, dans le fond, complètement? Ben, le charbon revient à la mode en Allemagne. Le charbon en Asie, là, il n'y a pas le choix. Populaire. Non, mais tu comprends, là, à un moment donné, on ne pourra pas se substituer. Oui, le pétrole, on va le tasser, mais le gaz naturel est une énergie de transition. Ici, on refuse de faire ça, on refuse de voir ça. Le gaz naturel, pour les 15 prochaines années, ça va être important. Le GNL Québec, on va-tu relancer ce projet-là? C'est plein d'options comme ça. C'est pas facile. Hein, non, mais c'est fascinant. C'est fascinant. Vous, parce que c'est impossible de voir les directions réelles que vont prendre. On n'est pas seul sur la planète. C'est ça l'affaire qu'il faut dire. Là. On est juste 1% de la population mondiale. On ne peut pas dicter le ton puis dire aux Allemands, vous êtes des innocents parce que vous chauffez au charbon. Ben, c'est pas de même ça marche. Là. Donc, il y a des mix énergétiques qui vont être là pour des décennies encore. Là. Mais quand on voit la dépendance de l'Allemagne au pétrole de la Russie, puis qu'ils ont décidé de ne plus en prendre... Gaz naturel, c'est ça. Mais c'est énorme. Fait qu'en même temps, s'ils disent on enlève ça, il faut qu'ils trouvent d'autres choses, parce que c'est pas vrai que les gens vont chauffer à chandelle. Là. Mais en même temps, là, si l'Allemagne dit, là, moi, finalement, je vais m'allier avec la Russie, ça change la game pas à peu près. Là, là t'as le plus gros joueur de l'Europe qui dit, moi, F-word, là, je veux rien savoir de vous autres, les pays occidentaux, vous faites la morale au monde. Moi, la Russie, je l'aime, puis je vais prendre son gaz. Ouais, là, ça change. Ben là, c'est parce que là, tout ça peut arriver, là. Oui, parce que l'économie, on le voit avec l'ouverture sur le transport du blé, entre autres, en Ukraine. On s'est rendu compte que l'argent, parce qu'on a beau dire c'est humanitaire, c'est vrai, pour aider, mais derrière ça, il y a des montants qui ont été donnés. Tu es d'accord, là? Oui, il y a beaucoup d'argent. Ben voyons. Moi, j'aime bien ça, là, mais je comprends que le blé n'est pas parti du bénévolat. Là. Exactement. Mais ça peut changer vite. C'est ce que je veux dire. Absolument. Et, sur l'échiquier mondial, ben, Canada, on est un pays producteur de pétrole net, là, en passant. Là. On reçoit 14 milliards du fédéral parce qu'il y a du pétrole qui se produit dans l'Ouest canadien aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Non. Non, c'est ça. C'est facile de chialer. On a quand même 4,4 millions de voitures à essence au Québec. Là.
Puis si on le veut pas au Canada, on va le prendre où? On sait bien qu'on ne sera pas tout électrique. À 3% au Québec, il va falloir mettre du gaz un maudit bout encore. Encore un bout, là. Ouais. Donc, il y a une transition. Moi, ça va se faire. Moi, je vois des transitions lentes. OK. Les problèmes de circulation, ben là, il va en avoir. Là. Qu'est-ce que tu veux? Il va y avoir de la substitution. Les gens vont... Oui, regarde, tu veux... Es-tu prêt à vendre ta voiture à essence demain ou ta voiture électrique puis dire, je vais me promener en tramway? Il faut que tu sois en ville. Si t'es pas en ville, là, tu vas être dans le trou. Si t'es pas en ville, oublie ça. Là. Tu le sais, Québec, c'est une grande banlieue. Là. Ouais. Le monde en ville, c'est un petit... Ils ont beau vouloir densifier, on comprend que tu n'auras pas d'édifice de 16 000 étages en ville. Là. Il y a des limites. Là. Surtout que les comités de citoyens font qu'après 3 étages, c'est haut, le soleil, mes plantes. C'est très difficile. Les plaines. Ouais. Des condos partout, c'est les plaines. Nous autres, on va régler ça. Bon, il y a 3 ou 4 réponses, là, mais moi, je te dis, problème de circulation, il y a plein d'options. Oui. On peut travailler télétravail. Télétravail, c'est probablement ce qui est le plus rapide et efficace. Puis si tu n'as pas voulu nécessairement, ça a été provoqué, entre autres, par la pandémie, mais c'est sûr. Moi, je parle à des amis qui travaillent dans des grandes entreprises de l'assurance, puis à Québec, c'est ce qui nous sauve, mais ce qui aide beaucoup Québec dans la stabilité des revenus. Oui, c'est ça. Eux autres disent, c'est bien de valeur, ils n'ont pas le choix de tenir compte des demandes des employés. Il n'y a presque pas d'employés qui veulent être 100% bureau. Fait que, tu sais, même si l'autre problème que ça amène, c'est que des immeubles vides au centre-ville, c'est pas payant pour personne. Là. Zéro. Donc là, tout ce changement de paradigme-là, les propriétaires des immeubles, là, tu vois, les grands fonds de pension, je regardais, là, ils sortent tranquillement là, de l'immeuble à bureau parce qu'ils disent dans les prochaines années, ça va être l'hécatombe là. Tous ces employés, tous ces bureaux vides-là, au gouvernement, là, si la moitié des bureaux doivent être liquidés, là, je veux dire, c'est nous autres qui payent pour ça, là, les contribuables. Là. Ceux qui vont décider de retourner au bureau, ils vont avoir d'un coup sec un bureau pour eux de 2500 pieds carrés. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on fait des blagues. Mais... C'est pas réglé, cette affaire-là. Non, c'est pas réglé. Là. Parlant de choses qui sont pas réglées, la campagne électorale au Québec nous a mis ça d'en face, mais on l'avait déjà, on n'avait pas besoin de ça, mais ils en ont parlé beaucoup, le coût de la vie. Et selon un sondage canadien, 80% des Canadiens s'inquiètent de leurs finances. On peut pas être très surpris, Pierre. Là. Ben là, par rapport à l'année passée, cette année, il faut que tu gagnes 5 000 à 7 000 $ de plus pour conserver le même rythme de vie. Parce que l'inflation à 8 %, c'est ça que ça fait. Là. Ta poutine, qui était 10 piastres, je sais pas, 7 piastres, elle est rendue 12 piastres. Puis l'épicerie a monté, puis tout ça. Donc, ça aussi, les factures, là, ils vont rentrer. Là, les factures les gens sont partis en vacances cet été. Là. Les factures s'en viennent là, ou sont rentrées déjà. Là. Et là, il y a des faces longues. Là. Attends une minute, comment je vais payer tout ça? Les gens de plus en plus recourent au crédit aussi pour payer. Donc, là, on voit l'explosion du crédit, effectivement. Écoute, la dette à la consommation augmente, l'usage des cartes de crédit, la demande de cartes de crédit. C'est comme une roue qui tourne, mais ça va tout ensemble, ça, Pierre. Là. Ça va tout ensemble. À un moment donné, la facture, il y a quelqu'un qui doit l'assumer. Là. Donc, le consommateur, moi, l'hiver va être long, je te le dis, là, puis... c'est un peu ça, une récession aussi. Hein? C'est la consommation du jour. Le consommateur se met en boule puis il dit moi, je vais comme prendre un petit break. Là. Je vais digérer mes dépenses. Puis je vais regarder un peu qu'est-ce qui s'en vient, puis on va s'ajuster en conséquence. Est-ce que tu t'attends, parce qu'on a une période, dans le fond, on a vu les gouvernements beaucoup intervenir lors de la pandémie, les milliards sortaient, puis au fédéral particulièrement. Mais là, on sait qu'au gouvernement du Québec, ils ont comme effacé la dette courante de l'exercice parce qu'il y a énormément de taxes, parce que ça a dépensé dans les c'est l'inflation qui fait ça, le gouvernement. Absolument, magique, directement. Il y a rien à faire, non, c'est ça, il reste chez eux, puis en fait, il bouge rien, puis ça monte. Tout le monde de 15 %. Donc là, lui, il ramasse des taxes sur 15 % de plus. Est-ce que dans les faits, le gouvernement qui va être au pouvoir après le 3 octobre, est-ce qu'ils vont intervenir, tu penses, assez? D'ailleurs, encore là, on disait c'est le couteau à deux tranchants. Si tu interviens trop directement au consommateur, tu forces l'inflation. T'en remets, oui, c'est ça. Ben là, à ton avis, vont-tu servir de leur surplus? À part faire des promesses. Là, on a parlé de baisse d'impôts. On parle de renvoyer un chèque de 500-600 $ au ménage, entre 400 et 600. Là. Donc, oui, ils vont se servir de ce levier-là. Mais on reste les plus taxés, les plus imposants en Amérique du Nord, même dans le pays de l'OCDE, on est parmi les plus élevés, là, les Québécois. Donc, ça, va falloir régler ça un jour, mais vraiment. Donc, c'est la pensée magique encore. Les milliards pleuvent, là, tu le sais, en élection, on est milliardaires, Puis quelle nouvelle idée qu'on a eue de Québec solidaire aussi, de taxer les plus riches. Donc, aller chercher une couple de milliards aux plus riches pour distribuer aux pauvres. C'est fou, là. Moi, je capote parce que c'est de l'argent que tu as déjà payé de l'impôt puis tu as déjà été taxé là-dessus. Ben oui. Ils reviennent hors pont. Ils reviennent à rechercher de l'argent. Non.
As-tu vu le 35 qu'eux autres proposent? Moi, je suis tombé en bas de mon lit hier quand j'ai vu ça, 35 c'est capoté. C'est capoté. On n'est pas des riches au Québec. Là. On n'est pas riches dans la mesure. On n'est pas... non, je ne sais pas ce qu'ils veulent aller avec ça, là, mais pour eux autres, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un consensus, parce que je sais que tu lis beaucoup, puis que tu regardes beaucoup l'économie plus que moi, est-ce qu'il y a le meilleur moyen, objectivement, d'aider les gens dans une période comme ça, parce qu'on parle du 500 pièces, 600 pièces, les baisses d'impôts, tout ça, mais est-ce qu'il y en a un? C'est une combinaison de tout ça, ou qu'est-ce qui aide le plus le consommateur à passer à travers quand tout augmente en fou et rapidement? Ben, le consommateur doit être discipliné aussi. Il faut que ça parte là, hein? Je suis d'accord. Mais tu sais, tu as un Québécois sur 2 qui vit d'une paye à l'autre. Là. Il y a ça aussi. Aux États-Unis, c'est 60 des Américains qui vivent d'une paye à l'autre. Donc, il y a ça aussi comme problématique. 500 $, ben écoute, tu peux baisser les taxes à la consommation. Le taxe sur l'essence, ça a été aussi intéressant là, de baisser ça. François Legault n'a pas voulu. En Ontario, ils l'ont fait. Doug Ford a baissé les taxes sur l'essence. Ça a donné un break aussi. Parce que calculer, comme vous voulez, là, sur 1 litre à 2 $, il y a beaucoup de taxes. 1 litre, 1,5 pièce, il y a des taxes que le gouvernement engrange. Là. Donc, ça aurait été peut-être bénéfique, ça aussi. Mais non. Écoute, mais tu as dit l'affaire. Moi, en tout cas, à mon avis, là, ce que tu as dit, puis qui est peut-être l'affaire la plus difficile, c'est un peu comme quand tu veux faire un régime, quand tu veux économiser de l'argent pour partir en voyage. Dans le fond, la discipline du public. Parce que dans des cas comme ça, tu sais, la question, même moi, de la manière que je te l'ai posée, c'est bon, on est poigné avec ça, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nous aider, finalement? Mais il ne faut pas attendre tout le temps le gouvernement. Non. Le gouvernement est partout dans nos vies, là. Mais soyez disciplinés. Être discipliné, ça veut dire quoi aussi? J'ai déjà dit en ondes, la productivité, augmenter votre productivité, là. Tu ne peux pas continuer à avoir le même train de vie que l'an passé avec le même nombre d'heures que tu fais en pensant que tout va se régler. Là. C'est toujours les deux mêmes moyens, Pierre. Hein, dans le fond, c'est tu dépenses moins ou tu rentres plus d'argent. Rentrer plus d'argent, c'est être plus productif. À 32 heures et demie par semaine, 35 heures, 37 heures, faisable 5 de plus, je ne sais pas. Il y a des moyens là, de travailler davantage, d'aller chercher des revenus d'appoint. Parce que cette période-là, c'est comme ça. Là, il y a eu de l'abondance, mais là, il faut payer les billes, puis on est là. Je veux parler de l'immigration parce que ça a l'air d'être une panacée, ça règle tout. Mais évidemment, on comprend qu'on a besoin de bras. Quand tu regardes l'industrie, quand tu regardes les commerces, eux autres disent que ça nous prend absolument du monde. Moi, personnellement, mais là, évidemment, on a chacun nos valeurs. Moi, je pense que la meilleure façon d'intégrer des immigrants, c'est de leur donner une job. Commencer par travailler, puis ça, c'est pour la dignité, c'est bon, mais après ça, aidez-les à apprendre le français puis à s'intégrer, parfait. Mais je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Mais là, on part de 75 000 à 30 000 selon les promesses électorales. Quelle est ta vision sur l'importance du débat économique lié à la pénurie d'emploi et surtout à l'immigration? Il y a deux choses. On fait plus d'enfants, puis nos vieux meurent plus vite. Là, on arrive au ratio qu'un décès, une natalité, là, qu'ils appellent. Oui. On est dans un étau au Québec et il va falloir augmenter l'immigration de façon importante. 70 000, 100 000. Je regarde le poids, là, parce que l'autre chose, c'est qu'on est dans le Canada. Le Canada, eux autres, c'est 450 000 immigrants par année. Et le poids du Québec, si on tombe à 70 000 immigrants par année, là, je pense que ça fait baisser notre taux dans les prochaines années, là, la proportion canadienne, la population québécoise versus la population canadienne. Donc, on doit quand même, moi je dis, entre 70 000 et 100 000, ça serait l'objectif pour moi. Là. OK. 35 000, je trouve que c'est bien trop bas. C'est bas, effectivement. Parce que là, la prochaine étape, puis là, les gens doivent comprendre, on va baisser vos rentes de personnes âgées, là. Parce qu'on n'aura pas assez de bras pour travailler, pour payer les impôts et les services qu'on a. Oui, les promesses, ça ne marchera plus. Là. C'est sûr que... c'est là qu'on s'en va, là. Je comprends, là, mais ça va prendre l'immigration, ça va prendre des travailleurs. La pyramide inversée, c'est 2030. Là, on va avoir un ratio d'à peu près 2 travailleurs pour un retraité. Avant, tu avais 6-7 travailleurs pour un retraité. On ne pourra pas se payer tous les services qu'on a là avec la population qu'on a actuellement. On vieillit, il y a beaucoup de gens qui partent à retraite. Ben oui. Mais tu sais quoi, Pierre? Oui, puis Pierre, dans le fond, ce qu'on dit là aujourd'hui, en 2022, en 2010 et en 2005, on savait ce qui s'en venait. Écoute, je travaillais au Soleil, je voyons. travaillais au Journal de Québec, j'ai écrit des articles là-dessus. Le mur s'en vient, personne n'écoutait, les politiciens ne parlaient pas, puis il n'y avait pas de problème.
Donc, je veux qu'on revienne sur la dette à la consommation parce que, dans le fond, c'est la hausse des taux d'intérêt qui s'en vient. Et le crédit. Pas mal dedans, là. Hein? Oui, absolument. Le solde des cartes de crédit. Donc, le public est est-ce qu'ils sont complices, les compagnies de cartes de crédit? Ils sont pas là pour aider nos problèmes personnels, mais tu sais, Visa et Mastercard, entre autres les grands, ont beaucoup de demandes. Le marché est meilleur pour eux. Donc, on comprend qu'ils commencent à donner un peu plus de lousse aux gens, mais ça, en même temps, tu comprends, c'est que si t'es pas discipliné, si on te donne un peu plus de marge, puis on augmente un petit peu ta marge pour te donner un coup de main ou on te donne une carte, tu comprends que tu t'enlises là-dedans, mais ils n'ont pas la responsabilité sociale, eux autres, de régler nos problèmes. Puis je me dis, je pense pas que c'est eux autres qui vont nous aider, entre guillemets, tu comprends ce que je veux dire? Ils vont être là pour nous donner du crédit, eux autres. Mais je vois des Québécois intelligents, par exemple. Je vois de plus en plus de gens jouer leur carte heureusement. De crédit. Parce que quand tu achètes ton épicerie avec ta carte de crédit, puis tu payes à temps, puis en essence, tu as des retours de 5 %. C'est vrai. Il y a des cartes de crédit qui donnent beaucoup de points, puis il y a des gens qui voyagent avec ça. Donc, il y a l'autre côté. Moi, je vois beaucoup de gens utiliser les cartes de crédit. Stratégique, dans le fond, des gens qui réfléchissent, qui sont stratégiques avec leur crédit. Ben, c'est ça. Donc, tu sais, j'en prends, j'en laisse là-dedans. Là. Okay. Puis, il y a les taux. Il y a toujours des taux, là, que genre 80, tu sais, je pense... Les cartes de crédit, là, elles font beaucoup d'argent, là. Parce que les gens payent les pénalités, puis les gens payent ci, puis ça, puis il y en a qui payent à temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un taux où il y a un taux de délinquance, là, où les gens vont faire faillite. Il y a un pourcentage X qui ne payera pas ses cartes de crédit à temps. Mais il y a beaucoup de gens qui payent à temps puis qui profitent des points pour voyager, puis faire des trucs, avoir des remises en argent, là. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Les gens, ils sont intelligents là-dedans aussi. Il y en a beaucoup qui jouent les cartes là, pour justement aller chercher les points et de l'argent en bout de ligne, là. Je veux qu'on jase d'une chose qui a été beaucoup discutée pendant la pandémie. Les taux d'intérêt étaient très bas. La pandémie nous a amené, surtout en 2021, à être restés chez nous. Donc, il y a eu des rénovations à la maison. On se gâte un peu. L'argent qu'on aurait dépensé en voyage, on le dépense chez soi. On avait un projet de maison. On regarde ça à 1 point quelques %. Ben, on y va. Mais là, finalement, on comprend que de ce qu'on voit, l'hypothèque joue un rôle clé maintenant. Et il y a des gens qui ont peut-être acheté trop gros, là. Il y en a peut-être qui ont vu plus grand que la panse. Oui. Ben oui, là, il y a du monde que... Mais en même temps, tu sais, le télétravail est là pour rester. Ouais. Là, je sais que ça pousse beaucoup pour venir au travail 3 jours semaine, là. Est-ce que ça va se faire? Je sais que dans Silicon Valley, c'est beaucoup ça. Apple, Google, ils veulent avoir leurs travailleurs au moins 3 jours semaine. Je regardais les chambres de commerce poussent pour ça. Mais écoute, si tu as acheté ta maison 50 000 de plus puis tu te sépares là, ben là, c'est peut-être... tu vas peut-être perdre, c'est sûr. Mais... le taux d'épargne est là, pareil. Il y a des gens, tu sais, pour 50 % de la population, là, il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent d'épargner pendant la pandémie. Les gens ne faisaient plus rien. La paye rentre pareil, là. Donc, on est allé s'acheter une maison plus grosse, c'est correct. Mais si tu es capable d'assumer ça, si tu as fermé ton hypothèque, sinon, si tu étais à taux variable, ben, tu l'as refermé. Tu as écouté Pierre Couture à la radio, tu as dit, bon, ben, je vais aller fermer ça. 2 ans, 3 ans, là. Mais tu sais, somme toute, ceux qui auront à souffrir, c'est ceux qui vont peut-être avoir été... ceux qui auront péché par excès, là. Moi, je vois ça, là. C'est à peu près 50 % du monde, de la population, qui est très à l'aise. Puis tu en as un autre 50 % qui, lui, c'est un petit peu plus difficile. C'est à peu près ça ce que je vois, là. Okay. Donc, c'est pas noir et blanc. T'sais, on regarde un peu. Récemment, il y avait un sondage. Si je vous donne 5 000 $, qu'est-ce que vous faites avec? Ben, 50 % des gens disaient, moi, je vais payer mes dettes tout de suite. Puis il y a 50 % d'autres disaient, ben moi, je vais aller en voyage, je vais mettre ça sur un REER. Donc là, il n'y a pas de problème, on le voit, là. Pour eux, c'est près de la... prends-le à peu près 50 % là, qui est très à l'aise avec ce qui se passe, puis peu importe qu'il y ait un choc économique, bon, ça va bouger un peu, là, mais c'est pas grave. Alors que pour 50 % de l'autre population, ben, ça va être un petit peu plus serré. Là, mais on voit dans l'économie, si tu parles à du monde, tu te rends compte qu'il y a une logique, Pierre, tu sais, implacable et de premier niveau. Par exemple, ceux qui vendent des vêtements, c'est beaucoup plus dur parce que, mettons que tu veux, tu sais, t'acheter, mettons, la belle chemise à 225 $, tu regardes ton garde-robe, tu te dis, coudonc, j'ai 11 chemises, moi, puis j'ai 6 paires de souliers. Je suis capable de passer l'automne. Tu comprends ce que c'est facile de dire, j'ai pas besoin d'acheter de vêtements. Par contre, à l'épicerie, dire, le beurre, finalement, mes toasts, pas de beurre, ça va être bon pareil. Tu sais, c'est pas pareil. Margarine, hein, c'est non, mais tu comprends, Pierre, c'est pas pareil. Oui. Mais il y a des choses, il y a des dépenses simples. Tu te prives, mais finalement, ça
touche pas tant que ça. Et peut-être tes 3 voyages dans le sud, tu me dis, peut-être un cette année, ça fera bien. Fait il y a des choses qu'on peut... quand tu dis discipline, moi, je le vois là-dessus aussi. Mais on comprend qu'il y a des secteurs de l'économie que c'est plus difficile. Parce que moi, je prends restauration et les vêtements. D'après moi, eux autres, c'est plus... Parce que c'est des dépenses que tu peux plus facilement éviter. Oui. Bien, on va le voir, là. Je pense on va voir des faillites, selon moi, on va voir des faillites de commerce plus là. À l'automne. L'hiver? Des restaurants, oui. On a retardé ça beaucoup. Pendant la pandémie, il y avait des aides. Il y a eu de l'aide, il y a beaucoup d'aide, tu as raison. Oui, là, les aides, c'est fini. Là. Donc, tu parles avec des syndics, puis là, ils disent ça sonne, ça commence à sonner. Et j'ai comme l'impression qu'on va avoir davantage de faillites d'entreprises, ce qui est sain, là, en passant. Là. Il y a toujours eu des faillites. Là. Il y en aura toujours aussi. Hein? Là, oui. Puis là, on va voir des gens commencer à couper dans certains postes de dépenses, restauration peut-être ou autre chose. Là. Et il va y avoir un impact, c'est sûr. Mais bottom line, la roue, le cycle, une récession, ça fait partie des cycles économiques aussi. Là. Ça nettoie les tuyaux, puis on repart après ça. Mm-hmm. Et j'ai comme l'impression qu'on va repartir. Moi, je vois peut-être les 10-12 prochains mois très difficiles, là, peut-être. Là. Puis à l'été prochain, moi, je vois le printemps, été. Petite éclaircie, peut-être? Ah non, on va repartir. Là. L'économie va repartir, d'après moi, l'été prochain. Là. Entre autres, juste dans l'alimentation, Pierre, la stabilité, le fait que la pandémie est moins présente, puis semble s'estomper, puis on semble, entre guillemets, commencer à vivre avec, bien, tout ce qui s'appelle les dépenses superflues qu'il y avait à faire, toutes les plexiglas, puis les gardiens à porte, on oublie ça, là, mais c'est des coûts tout le temps, dans un domaine où, c'est quoi la rentabilité de 1, 2, 3% en alimentation? C'est faible. C'est très faible, faut que tu vendes dans ta barouette. Fait que, tu sais, moi, je pense que les autres vont être capables plus facilement, ben, tu sais, je présume, là, mais j'ai lu un peu le Food Professor. Il dit, quand ils sont capables de stabiliser leurs opérations, ils peuvent avoir des meilleurs rabais. Puis il dit, regardez, vous allez voir, les rabais à l'épicerie recommencent à revenir tranquillement. Puis c'est vrai, c'est vrai, t'es tranquillement, là, mais ça revient. Donc, ce que tu dis sur une période de 6 à 8 mois, 10 mois, on va avoir vu, d'après moi, une baisse là aussi. Puis les gens, on regarde plus qu'avant. Hein, t'es d'accord? Oui, c'est défensif. Là, les gens vont on le voit, là, les gens regardent leur facture, disent là, je vais couper là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner à l'épicerie. Ouais. Le restaurant, moins possible aussi, on va le voir. Là. Il y a des gens qui vont peut-être couper le restaurant puis ils vont aller davantage à retourner à l'épicerie. Bien, je regardais Dollarama, j'ai trouvé ça drôle. Il y a 50 de plus de produits d'alimentation qui se vendent depuis 6 mois chez Dollarama. C'est géant, c'en a un autre, ça. Ben oui, même chose. Les magasins à rabais. L'AB veut ramener Zellers. Zellers, c'est une bannière escompte. Oui. Donc, on le voit, Super C, Maxi. Les gens... Walmart en alimentation est très solide. Costco est très solide aussi. Très fort, effectivement. Donc, on magasine. Dans le fond, c'est ce qu'on fait. Oui, les gens reviennent. On va le voir dans les prochains mois. Là, tu vas voir les tendances. OK. Bien, parlant de tendances, regardons les pronostics. Qu'est-ce que tu vois peut-être dans l'immobilier? Si tu veux, par secteur en gros, mais tu parlais de pronostics tu dis 6 à 8 mois, mais peut-être l'immobilier, par exemple. Là, l'immobilier, ça va breaker. Là, on le voit, les prix ont commencé à baisser à Québec. Oui. Moins de transactions, c'est sûr. Écoute, les coûts hypothécaires, les coûts d'emprunt augmentent. Donc là, tu as du monde qui était préqualifié, qui ne peuvent plus se qualifier. Il y en a beaucoup qui vont dire, regarde, je vais prendre une année de plus en loyer, puis on va commencer à remagasiner l'année prochaine. Alors, il y a ça aussi. Il y a moins de produits disponibles. Hein. Les boomers sont pas partis en RPA, là, en résidence de personnes âgées, ont gardé leur maison. Ça, c'est une tendance que je vois. Je pense que les gens vont garder leur maison. Très fort, très fort. Moi, autour de moi, là, ceux que je connais, mes beaux-parents, tout ça, sont là parce qu'ils se disent, on va se payer des gens qui vont nous aider à rester chez nous, l'entretien, toute la patente. Puis finalement, ça a fait peur. Tu sais, mais toi, moi-même, là, j'ai 62 ans, je suis pas jeune, là, je suis pas une jeunesse, je sors pas du showroom, là, mais en même temps, je te dirais, Pierre, à voir comment ça s'est passé dans les centres pour personnes âgées, j'aurais le goût de rester chez nous. Ben non. Puis je pense avec les pénuries de travailleurs, tout ça, non. Je vais sortir les 2 pieds en avant, s'il vous plaît, le plus longtemps possible. Moi, je pense que ça va être une tendance. Puis les gouvernements vont s'adapter. Il va y avoir des crédits d'impôt là-dedans, là. Les aidants naturels, tout ça. Je pense qu'on va voir apparaître toutes sortes d'entreprises spécialisées là-dedans. Donc, il y a ça, l'immobilier. Après ça, les tendances, qu'est-ce qui s'en vient? Je regarde les marchés boursiers, là, des 10-12 prochains mois, ça va être difficile. J'ai comme l'impression aussi. Je dis les 6 prochains mois parce que les marchés boursiers sont toujours 6 mois d'avance. Oui, ils anticipent, c'est vrai. Ça a diminué. On a eu un beau petit rallye là, cet été. Je pense qu'on a eu un 23% de hausse sur le Nasdaq. Mais là, depuis quelques mois, avec ce que Jérôme Powell, la Fed, a dit, là, les ménages et les entreprises vont souffrir.
Ben là, les hausses de taux, coût d'emprunt, c'est ce qui s'en vient, là. Donc, moi, les marchés boursiers, ça va être pas mal tough dans les prochains mois, là. Donc, il y a ça aussi. Après ça, ben, l'économie, moi, je vois une récessionnette au Canada, peut-être. Aux États-Unis, on est dedans, là. Pour les prochains mois, ça va être difficile aussi. Mais après ça, ben, ça va se replacer. On parle de baisser les taux directeurs là, à partir d'ici un an, là, à partir de peut-être l'été, l'automne prochain. Donc là, on les monte pour avoir l'effet qu'on veut, donc baisser ça. On veut diminuer l'inflation. C'est l'inflation qui est inquiétante. Ouais. Parce qu'une fois que l'inflation s'installe, c'est les salaires. Puis là, des salaires, des hausses de 8 par année, il n'y a personne qui peut... Il n'y a pas une entreprise. Non. Parce qu'après ça, il faut que tu refiles ça au consommateur. Puis si le consommateur se place sur les lignes de côté puis attend, là, c'est tout le monde qui va souffrir. Donc, je pense qu'on est là, on est en train de réaliser les entreprises. Je ne peux pas te donner 8 par année d'augmentation. Moi, je ne peux pas refiler ça à personne. Ça fait 1 an et demi que je refile des hausses à tout le monde. Puis là, ben, tu vois, les matières premières, ça redescend. Donc là, les fournisseurs appelés, tu sais, les gens qui achètent à des fournisseurs, ben, demandez à vos fournisseurs de baisser vos prix parce que là, ça a baissé depuis 20-25 les matières premières depuis une couple de mois. Là. Ouais. Donc, il va falloir voir ça éventuellement aussi apparaître. Fait qu'on redescend tranquillement l'inflation, là, mais ça va être long. Comme on disait, il y a un petit peu de... On voit un certain mouvement. Je parlais de l'alimentation tantôt. Qu'il y avait une stabilité dans les opérations, ce qui fait qu'ils vont être capables d'avoir des rabais. Mais dans plusieurs secteurs, tu disais, l'essence, ça recommence à redescendre un petit peu. On n'est plus à 2,35. Puis je pense pas qu'on remonte à 2,35. Ça ne veut pas dire qu'on va rester à 1,69, là. Mais... Quand même, c'est vrai que c'est ces petits signes-là, mais en même temps, ce qui va nous rattraper, c'est tout ce qui s'appelle l'endettement, là, les cartes de crédit, l'hypothèque, là, ça vient vite à chaque mois. Là. Pour la moitié de la population, je te dirais, là, il y a la moitié de la population, là, on dirait que ça les touche pas. Mais l'autre moitié qui vivent d'une paye à l'autre, là, dès que ça bouge, dès qu'il y a de l'endettement, ça peut faire très mal. Donc, c'est là que ça va jouer. Donc, les prochains mois, moi, je vois vraiment une économie qui va ralentir beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Vous le voyez en Europe, là, les prix de l'énergie, ça va avoir un impact important. Donc, le Canada peut-être un peu moins touché que les Américains? Un peu moins de ce qu'on voit à date, là, mais ça peut changer aussi. Là. Ah oui. On est quand même... Le poids du Canada dans le monde, c'est 2 % l'économie canadienne. Là. On est beaucoup à la merci de ce qui se passe ailleurs. Si nos exportateurs exportent moins, ben il y a un impact aussi. On va le voir. L'énergie, ça va remonter. J'ai comme l'impression qu'on va voir ça au cours des prochains mois. Là. Le pétrole va remonter. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, l'inflation non plus. Là. Pour les chroniqueurs économiques, ça va être tout sauf ennuyant. Il y a du stock, c'est incroyable. Merci beaucoup, Pierre, c'est gentil. Salut. Salut, Pierre Couture, chroniqueur économique, qu'on entend à Choix Radio X tous les jours également.